Merci. Merci à toi, Tim, de nous consacrer ce moment pour parler de l'empowerment. Alors, tout le monde te connaît, le monde entier te connaît. Je rappelle rapidement peut-être ton parcours. Psychologue, sociologue, auteur d'une thèse. Tu as, on va dire, un cheminement, un parcours incroyable, engagé, militant, sans concession. Tu as fait bouger les lignes partout où tu es passé, à la fois au début peut-être dans les actions de prévention du sida et de ses conséquences, puis dans le fonctionnement des hôpitaux, puis récemment, plus récemment peut-être, en santé mentale. Tim est une voix puissante, engagée, originale, et nous avons le plaisir, nous sommes vraiment ravis de t'accueillir à ce 4e goûter de l'AREAB. Je te donne la parole pour donc peut-être 3/4 à peu près de propos libres, et ensuite il pourra s'engager une discussion ouverte, totalement ouverte, avec toi, ce que tu nous auras dit avant et les questions que nous poserons aussi ceux qui participent à ce goûter de l'AREAB par l'intermédiaire du chat. Et tu sais qu'il y a une question qui me tient particulièrement à cœur, qui est avec tout ce parcours et le recul que tu peux avoir aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a avancé et qu'est-ce qu'il reste à parcourir comme chemin? Je commence par enlever le masque dans cette salle protégée et bien distanciée de tout le monde. Merci beaucoup de cet accueil et cette introduction pleine de compliments. Je pense que la France bouge dans le domaine de la santé mentale. Je pense que la France bouge et bouge bien dans les bonnes directions, dans les différentes disciplines, dans les différentes catégories institutionnelles, à des vitesses différentes, ce qui crée parfois des tensions. Mais on va gagner à la fin. On va gagner dans des notions de base qui sont cette notion surtout de citoyenneté et de dignité pour toute la population, et notamment les personnes vivant avec des troubles psychiques, les personnes vivant avec une psychologie, avec tout court, les personnes vivant avec une santé mentale tout court, dans le sens, que ce soit dans un sens difficile ou dans le sens positif, dans le sens une santé géniale, une santé mentale géniale aussi. Donc, juste en termes d'introduction, pour la suite, on va passer, donc je vais faire une présentation de cette notion de empowerment. Donc, les Français crient souvent en me disant, mais Tim, il ne faut pas que tu utilises cette notion d'empowerment, c'est de l'anglais. Je proteste toujours en disant, attention, power en anglais, ça vient du français pouvoir. C'est parce que les Français ont envahi la France en 1066, il y a un siècle, ont envahi l'Angleterre. La langue nationale était français pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et donc, excusez-moi, mais empowerment, c'est empouvoirment, juste mal prononcé par des pauvres Anglais. Empouvoirment, ça veut dire qu'ils ont été empouvoirisés à un moment donné. Et c'est ça, ce concept qui a été repris pour essayer de redonner le pouvoir à des personnes en situation d'exclusion sociale, comme les personnes vivant avec un trouble psychique dans beaucoup de pays, dont l'ancienne France, et j'espère plus dans la moderne France. Donc, je reviens sur des notions de base pour dire que ce sont des mots que pour essayer de comprendre le système d'où on vient. Et le premier de ces mots importants
de ce système dont on essaie de s'échapper, c'est cette notion de patient et cette relation entre un soignant et un patient. Et un patient, le terme vient d'un monsieur qui s'appelle Aristote, et le patient, c'était l'objet sur lequel on agissait pour changer les choses. Donc, la théorie de causalité d'Aristote, c'était ça. L'agent agissait sur le patient, c'était l'objet qu'on changeait. C'est ce mot-là qu'il faut qu'on change. C'était repris, encore une fois, donc en première fois dans la langue française, c'était repris par, donc il y a des siècles et des siècles, dans l'Inquisition. En fait, l'Inquisition, c'était quoi? L'Inquisition, c'était lorsque les chrétiens torturaient les non-croyants pour essayer de les convaincre de devenir chrétiens, de croire dans le Dieu chrétien. Donc, typiquement, ils torturaient les musulmans, etc. En Espagne, mais aussi en France, l'Inquisition. Et cette Inquisition, le problème pour l'inquisiteur, c'est l'inquisiteur chrétien n'a pas le droit de tuer les gens, alors que la plupart des gens sous la torture mouraient. Il torturait les gens pour les convaincre de devenir chrétiens, de la manière dure. La torture s'arrêtait si la personne disait « d'accord, je suis chrétien ». Sinon, la personne mourait. Mais dans la religion chrétienne de la France, on n'a pas le droit de tuer les gens. Tu ne tueras point. C'est un des 10 commandements, le numéro 5. Donc, la solution de l'inquisiteur qui tuait des gens tous les jours, c'était de ne pas appeler ça des gens, une personne. Ils ont repris le mot d'Aristote. Ils ont appelé ça le patient. L'inquisiteur posait la question, c'était l'euphémisme pour torturer, posait la question au patient. Ou si je traduis ça en français moderne, l'inquisiteur torturait le patient et tuait le patient. D'accord, donc c'est un mot avec une histoire difficile. Ensuite, c'était repris dans la même logique de on n'a pas le droit de tuer quelqu'un par, comment ça s'appelle, Denis Leguet, la personne qui coupe la tête aux gens? Le bourreau. Le bourreau, c'était repris par le système criminalité française, le bourreau qui exécutait le patient. C'était le même mot pour décrire la personne qui était exécutée. Ensuite, on arrive à un célèbre médecin. Et c'était qui? Le premier chirurgien, le célèbre chirurgien du monde? Ce Guillotin? Non, c'est pas ça que tu veux dire. Non, c'est pas la mec. Ils disent des bêtises là. Non. Hippocrate. Ah oui. Donc, repris par l'expérimentation des... Excusez-moi, il faut que je répare la connaissance historique. C'est M. Ambroise Paré. Yes. Okay. Ambroise Paré, nous sommes au Moyen-Âge. Ambroise Paré, 1600 quelque chose après le Moyen-Âge. Ambroise Paré expérimentait ses actions chirurgicales sur des patients. C'est quoi un patient? À l'époque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi un patient? C'est celui qui est condamné à mort. C'est un condamné à mort. Ouais. Ambroise Paré faisait ses expérimentations sur les condamnés à mort, sur les patients, et dont la plupart mouraient évidemment. C'était sans anesthésie, c'était pour ouvrir le corps, pour ensuite essayer de recoudre et tout ça. C'était fait par Ambroise Paré sur des condamnés à mort, sur des patients. Okay. Ce terme, donc, pris formellement au début de la médecine interventionnelle. Et on voit donc sur le diapo que je vous présente la liste de celui qui est condamné à mort, celui qui est entre les mains des chirurgiens. Ensuite, ici, je suis en train de citer la dictionnaire Larousse de 1873, celui qui souffre, celui qui tolère et celui qui persévère avec tranquillité. Les significations aujourd'hui du mot patient.
Et c'est là où je dis il y a une relation en médecine qui s'est construite, en relation soignant-soigné, qui s'est construite autour de cette notion de patient. C'est difficile à imaginer ça, mais tout un système hospitalier, l'hôpital à l'époque, c'était créé pour ranger les gens qui dérangeaient. Ce n'était pas forcément des fous, c'était des fous aussi, mais c'était les SDF, c'était les orphelins abandonnés dans la rue, c'était des gens malades de maladies incurables, etc. Mais c'était des gens qui dérangeaient parce qu'ils vivaient dans la rue, dans les grandes villes des 1700, etc. Donc la création des hôpitaux, c'était des lieux pour ranger ces gens qui dérangeaient. Ce n'était pas encore considéré comme des patients. C'était des gens qu'on mettait dans ces institutions. D'accord? En psychiatrie, ça donnait quoi? Et je cite là Patricia Deegan, donc 96. Donc Patricia Deegan, c'est une des premières figures de la psychiatrie américaine, du système de santé mentale aux États-Unis. Donc un des premiers usagers qui a pris la parole pour dénoncer le système qui était en place. Le premier usager. Évidemment, les États-Unis, pays primitif, rien à voir avec la France. Pays primitif ou très difficile d'accès à des soins, c'est que les soins, soit c'est payant, soit pour des gens comme des personnes avec un trouble psychique grave, ils sont dans la rue, c'est géré par le système pénitentiaire. C'était à l'époque géré par le système pénitentiaire, la psychiatrie dite publique. Patricia Deegan, pour la citer, j'avais 18 ans. J'ai demandé au psychiatre ce qui n'allait pas avec moi. Il me dit, vous avez une maladie qui s'appelle la schizophrénie chronique. C'est une maladie qui est comme le diabète. Vous prenez des médicaments pour le reste de votre vie et peut-être que vous pourrez la surmonter. Et comme il parlait, je voyais ces mots réduire à néant mon espoir déjà fragile, mes rêves et les aspirations de ma vie. Encore quelques 22 ans plus tard, j'entends toujours ces mots comme un souvenir taraudant qui demeure en moi. Maintenant, je comprends pourquoi cette expérience m'a fait tant de mal. En résumé, le psychiatre me disait que ma vie, simplement parce que j'avais l'étiquette de schizophrène, était comme un livre fermé. Il me disait que mon futur avait déjà été écrit. Mes objectifs et les aspirations qui me faisaient rêver étaient simplement des fantasmes dans le cadre de son pronostic de catastrophe. Bref, le diagnostic psychiatrique, c'était une condamnation. Je suis devenu patient à vie. Et c'est de s'échapper à ça que tout un mouvement, dans les années 70 du siècle dernier, un mouvement qui s'appelait des anciens patients, les survivants de la psychiatrie qui se battent pour leurs droits. Je vous rappelle que toujours, une des principales associations, fédérations européennes des personnes vivant avec un trouble psychique, des associations, les NUSP, c'est des anciens patients. L'Association européenne des anciens patients. Donc, on utilise toujours ils publient des comptes rendus de leur rétablissement de maladies mentales graves. Ils disent, on peut aller mieux. On n'est pas condamné à vie. On peut aller mieux. On peut se réintégrer dans la société. Ils réintroduisent l'idée qu'on peut aller mieux. Le mot en anglais de l'époque, la notion de recovery. OK? Recovery, ils ont piqué ça de qui? Ils ont piqué ça de qui? Ils ont pris ça de Alcooliques Anonymes. Mm-hmm. OK? Donc, le mouvement des addictions. Et recovery, c'était le terme qui disait, on ne veut pas utiliser le terme guéri. Il y a toujours un risque de rechute, par exemple. On veut utiliser le terme recovery parce qu'on va mieux. On n'est plus la même personne. On a appris plein de choses.
On sait gérer notre maladie en général. Peut-être qu'il y aura une rechute, mais on saura s'en sortir, etc. Donc, il reprit non pas le mot guérison, mais le mot recovery, non pas le mot cure, recovery, traduit par les Canadiens, rétablissement. Il dénonce la stigmatisation, la discrimination, l'isolement, l'enfermement, et il revendique le droit d'être acteur de la société, acteur de leur vie, de faire partie de la société. De faire partie de la société. Par quel chemin, et précisément là, c'est cette notion de empowerment. Donc, empowerment, vous avez, je crois, ce mot en français. Ça existe, démocratie, ça existe, non? Oui. D'accord, ça vient, ils sont en train de me regarder de façon bizarre. Démocrate, ok, vous, évidemment, tout le monde lit le grec, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, démocratie, à gauche, égale, démos plus kratos. Démos, c'est quoi? Peuple. Le peuple. Et kratos, c'est? Ben, pouvoir, non? Oui, le pouvoir. Kratos, c'est le pouvoir. Précisément, démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Je ne savais pas qu'on aurait une interro, sinon j'aurais révisé. Y compris cette notion. Donc, cette notion de démocratie, ça concerne le pouvoir. Et la notion d'empowerment, ça concerne aussi ce même pouvoir de démocratie. C'est le pouvoir qui appartient à tout le monde dans une démocratie. OK? Le fondateur du terme, M. Rapaport, dans les années 80, par empowerment, j'entends que notre but devrait être d'accroître les possibilités pour les gens de contrôler leur propre vie. Rapaport, il est dans les jungles amazoniens. Il est en train d'essayer de défendre les tribus indiennes face à l'invasion des Européens, des industries qui arrachent les forêts, qui détruisent tout, qui ne respectent pas la notion de propriété traditionnelle, etc., des siècles. Comment se défendre? Comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il leur faut pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes, et non pas juste que ce soit nous à l'extérieur qui décidons qu'on va les défendre. Mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'eux, ils savent se défendre? C'est quoi les moyens? OK? Et on va explorer ça petit à petit dans la suite de cette présentation. En France, l'empowerment, c'est une notion qui se stabilise peu à peu. On a beaucoup de mal. Voilà une première liste de différentes traductions que j'ai trouvées pour le mot empowerment en France. Auto-prise en charge, capacitation, autonomisation, reprise de pouvoir sur sa vie, renforcement du pouvoir de la population, dynamisation, etc., etc. En puissancement, en pouvoirment, jusqu'à pouvoir d'agir. Toutes les différentes sortes de traductions, juste parce que ces salopards de français n'osent pas reprendre le mot empowerment de la tradition ici américaine, un mot évidemment d'origine française, d'origine latine. Donc, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on utilise empowerment avec un accent français fièrement, en pensant aussi à plein de populations différentes, et non pas en pensant justement, ce n'est pas juste dans le domaine de la santé. OK, pour une raison ou une autre, il est en train de me projeter au fait. C'est pour chaque mot. Voilà. OK. Nations Unies. Donc, aux origines. Voilà un terme générique pour dire comment les groupes marginalisés surmontent l'exclusion sociale. Un concept repris dans tout un ensemble de domaines pour décrire le processus par lequel on prend le contrôle sur sa vie, on prend à faire ses choix
et participer aux décisions le concernant. Un processus d'autonomisation tout en s'armant pour participer et contribuer effectivement à la collectivité. OK? Les Nations Unies, depuis les années 90, les personnes doivent participer pleinement aux décisions et aux processus qui décident du parcours de leur vie. OK? Terme des Nations Unies des années 90. Et nous sommes en plein dedans dans le domaine de la santé mentale. Maintenant, pour revenir dans les jungles amazoniens, pour revenir aux bases de cette notion d'empowerment, c'est de souligner le fait qu'il ne s'agit pas juste d'une question de savoir. Il ne s'agit pas de mettre les personnes à l'école, qu'un professeur vienne et leur explique qu'est-ce que c'est que l'empowerment et quels sont les savoirs qu'il faut pour sortir de le système. Il ne suffisait pas d'apprendre aux personnes dans les tribus brésiliennes, amazoniennes, de dire à ces gens-là, de leur expliquer, il y a un système juridique, il y a même un système militaire, il y a toutes sortes de systèmes qui peuvent vous défendre, et c'est comme ça que ça marche, etc. Okay? Il y va aussi de les enseigner les savoir-faire et aussi qu'ils aient les moyens pour les mettre en œuvre. Et ça concerne tous ces domaines de l'exclusion sociale. Pas juste de savoir ce qui m'arrive, mais aussi les savoir-faire pour le surmonter, pour vaincre ça. Mais aussi, bien évidemment, qui parle de savoir-faire, ça suppose qu'on ait les moyens pour le faire. Ça suppose qu'on a de quoi vivre, etc., etc., etc. De quoi payer l'avocat, de quoi payer la personne qui va pouvoir nous aider, etc. C'est qui l'expert? C'est qui l'expert? OK? Traditionnellement, dans notre système de soins, c'est le professionnel, le soignant, qui est l'expert. Ici, de surligner aussi pour les gens dans les tribus amazoniennes, c'est eux l'expert de quelque chose aussi. Et c'est pareil dans le domaine de la santé mentale. Le patient, c'est un expert. OK? Il a une série de connaissances qui sont essentielles pour son rétablissement. Une série de conséquences, de connaissances. Donc ici, je donne l'exemple d'un patient d'une somatique. Il est l'expert au sujet des symptômes qu'il ressent. J'ai mal au dos. Il est l'expert sur la façon dont il les vit. Je n'arrive pas à trouver une position confortable pour dormir. Je dors donc très mal. Je suis crevé toute la journée au boulot. Irritable avec ma femme et les gosses. Bref, les symptômes que j'ai me gênent dans toute une série de domaines de ma vie. Il est l'expert sur l'histoire médicale du problème. Ça m'est déjà arrivé il y a 1 an. J'ai vu un médecin qui m'avait prescrit quelque chose pour la douleur. Et il peut même être expert de sa maladie, s'il s'est informé, s'il est formé. Ça fait 20 ans que je gère ma maladie, que je me suis formé, que je gère mes soins. Je m'y connais pas mal. Si je me trouve en urgence devant un médecin qui ne s'y connaît pas, je suis souvent obligé de lui expliquer. Bref, il développe un tas de compétences pour gérer son propre problème. Il se trouve face à un jeune médecin et lui donne un cours. Ces expertises-là sont des expertises magnifiques sur lesquelles il faut impérativement que notre système apprenne à construire. On construit sur ces expertises pour aller de l'avant, surtout sur ce volet non seulement juste de savoir, mais de savoir-faire. De savoir comment vivre avec ça, comment gérer ça. OK,
Donc, la Commission européenne, le rôle central de l'apprenant, que l'éducation soit de nature formelle ou informelle, mais quoi qu'il en soit, l'apprenant, ce n'est pas une position passive, c'est une position active. Le patient n'est plus patient, il est acteur de ses soins. Il faut inventer un autre terme, action, et non pas passion. J'invente, mais il y a plein de gens qui essaient de trouver d'autres mots. OK. Donc, c'est surtout souligner à tout instant l'idée que cette personne a des connaissances, des compétences, sait maintenant donner des paroles, mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur quand est-ce que ça apparaît, pour quel type de raison, sur comment prévenir l'apparition de ces troubles, de ces difficultés, comment les gérer, et aussi peut-être comment aider d'autres gens qui ont la même situation. Et donc, ça suppose qu'on repense, et je pense qu'on est en train d'avancer dans cette direction, qu'on repense le système de soins. Non pas, et c'est pas le soin dans le sens large du terme, le système sanitaire, le système médico-social, le système social. Non plus comme un lieu où on va pour qu'on s'occupe de nous, mais c'est un lieu où on va pour apprendre à s'occuper de soi-même. Et aussi peut-être pour aider d'autres gens à s'occuper de soi-même. D'accord? Donc, imaginez le service comme un lieu où le patient, entre guillemets, se prend en charge. Il n'est pas pris en charge, il se prend en charge. Il peut compter sur une aide adaptée à son problème, à lui, et non pas adaptée à la seule offre. Donc, l'importance de se dire, c'est ça mon problème, comment est-ce que vous pouvez m'aider à le résoudre? Bref, non pas, c'est tout ce qu'on peut faire, c'est ça. Surtout, c'est un lieu, le service de soins, par exemple, c'est un lieu où on va pour se former. Non pas pour se faire traiter, mais pour se former. C'est un lieu, comment prévenir, comment vivre avec, comment se soigner, comment construire son projet de vie. On y va pour se former. Ça fait partie de notre éducation, de notre système d'éducation. Et c'est aussi, comme dans tous ces systèmes d'éducation, un lieu où on peut même s'imaginer un avenir en tant que père aidant, voire même en tant que professionnel. Donc, de devenir, que ce soit père aidant professionnel payé, ou bien de devenir infirmier, pourquoi pas, de devenir travailleur social. Mais de se rendre compte aussi, je sais que c'est difficile à imaginer, mais ces deux personnes autour de moi, deux psychiatres, eux aussi, ils ont une santé mentale. C'est des êtres humains, eux aussi. Elle, c'est un être humain. Lui, c'est un être humain. Difficile à imaginer, mais c'est vrai. D'accord? Ils ont une santé mentale, une bonne santé mentale. Ils ont leur haut et leur bas. Tout le monde a ça. Et tout le monde a la capacité de devenir, de s'appuyer sur cette expertise pour aider d'autres personnes. Eux, beaucoup plus que nous, parce qu'ils ont des années de formation en plus, des années d'expérience en plus, et les années de leur propre santé mentale et de leurs proches et de la gestion de ça, de la compréhension de tout ça. Donc, c'est la beauté de cet accompagnement qui nous intéresse. C'est le rôle en tant qu'enseignant, en tant que formateur, qui est le rôle magique, qui donne le pouvoir à la personne de gérer leurs problèmes, qui donne le pouvoir à la personne
de s'assumer, de devenir expert là-dessus, même d'aider d'autres gens à ne pas développer le problème, même devoir arrêter d'aider les entourages. Bref, il s'agit de repenser un peu notre système où le professionnel, ce n'est plus un gestionnaire des urgences, un régleur de problèmes, un sauveur. Donc, ces modèles de « Oh, il y a un problème, j'y vais, je m'occupe du problème, ça y est, c'est résolu. » Tu arrives à l'acte, « Oups, je suis payé en plus. Mon institution est reconnue en plus. » L'image du sauveur, ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va réanimer la personne qui est inconsciente, par exemple. Imaginez le professionnel maintenant comme un formateur, un enseignant, un accompagnateur, aussi un allié, un défenseur, mais surtout comme un formateur, comme premier objectif du boulot du professionnel. Un enseignant sensible à l'apprentissage de la personne. Bref, ce n'est pas un enseignant dans une grande classe, c'est un enseignant avec 35 élèves, c'est un enseignant avec une personne en face de soi, peut-être un petit groupe. C'est un expert avec une boîte à outils à la disposition de l'usager dans le cadre de son projet de vie. Et surtout aussi à la disposition de la ville pour aider à intégrer l'usager. Et je ne peux que souligner ça, que la moitié du boulot d'un professionnel de la psychiatrie efficace, c'est avec l'entourage de la personne, pas juste avec la personne. Quelqu'un qui vit avec un trouble psychique depuis un certain temps a créé certaines relations, est victime d'exclusion sociale, se trouve dans une certaine position dans la société, dans une société où son entourage, son voisinage, ses employeurs ou pas, tout ce qui entoure, a adopté une certaine approche par rapport à cette personne. Pour que la personne aille mieux, il faut aussi changer le monde. Il faut aussi changer le monde. Et c'est la moitié du boulot du professionnel, c'est de bosser avec le monde pour l'aider à changer. Et c'est ce deuxième rôle de formateur et d'acteur de la santé, que ce rôle essentiel du professionnel et des institutions de santé dans le domaine de la santé mentale, de changer le monde, de bosser avec l'entourage, de bosser beaucoup avec la famille, avec les proches, avec le quartier. Donc c'est cette première révolution qu'on doit assumer pour les professionnels. Ah oui, la moitié d'un temps doit être reconnu pour bosser avec l'entourage de la personne et non pas pour bosser juste en individuel avec la personne. OK, donc ça, c'est notre façon d'imaginer l'avenir du professionnel. Pour l'usager, il s'agit de reconnaître l'usager comme un acteur de son projet individuel. Mon corps, ma tête, mes forces, mes handicaps, donc de construire son projet personnel par rapport à son vie, son esprit, son corps, de ses projets interpersonnels, mes voisins, ma famille, ma femme, mes enfants, mon mari, mes partenaires amoureux, mes parents dépendants, etc., etc., de son projet professionnel et évidemment de son projet de santé citoyen, de sa place dans la société. Donc, reconnaître l'usager comme acteur dans tous ces domaines. Et c'est dans tous ces domaines qu'on a besoin de l'accompagner aussi. Peut-être la dernière ou avant-dernière notion extrêmement importante dans toutes ces approches basées sur l'empowerment, et c'est celui qui est le plus difficile à changer chez beaucoup de professionnels qui focalisent sur ce qui ne va pas. Et c'est très rigolo, c'est pas le mot, mais
lorsqu'on faisait les premières formations avec les usagers de la psychiatrie sur leur établissement, dans ces formations, on demandait aux usagers de jouer le rôle du psychiatre et de jouer le rôle du patient. Donc, il y avait 2 usagers qui jouaient chacun leur rôle. Ils savent jouer très bien le rôle de tous les différents professionnels de santé sanitaire et sociale. Comment attirer l'attention d'un infirmier? Oh, j'ai mal! Comment attirer l'attention d'un travailleur social? Je n'arrive pas à payer ma facture de téléphone. Je n'arrive pas à payer mon électricité. Comment attirer l'attention d'un psychiatre? Ça ne va pas du tout. Bref, il joue très bien ses rôles. Et il joue très bien les 2 rôles. Il joue très bien aussi le rôle de psychiatre, le rôle d'infirmier. Donc, fascinant, ces gens avec une longue expérience de la psychiatrie, au combien ils savent jouer le rôle. La révolution, c'est se concentrer non pas sur les faiblesses de la personne, sur ce qui ne va pas, mais se concentrer sur ses forces. Imaginez un système de psychiatrie où on passe au moins la moitié de son temps à bosser sur les forces de la personne, sur ses réalisations, et non pas sur ses perceptions, sur nos perceptions négatives de sa condition, ou ses perceptions négatives de sa condition. Bosser sur ce qui va bien, construire sur ce que sait faire la personne, se construire sur ses forces, apprendre à valoriser qui vous êtes, ce que vous avez réalisé. Le propos, construire un projet de vie, un projet professionnel, un projet personnel, un projet de santé. Et que ce projet de vie se construit sur vos espoirs personnels pour l'avenir, vos aspirations, votre volonté. Construire sur ses forces. Et ensuite, la cité qui foisonne de possibilités parfaitement atteignables. Bref, il y a plein de possibilités dans notre société pour trouver une place, pour trouver du boulot, de toutes sortes. Si on peut construire sur les forces de la personne et non pas passer des années à se concentrer sur ce qui ne va pas en pensant que c'est comme ça qu'on va le résoudre. Mon dernier message clé, je pense, pour les professionnels de la psychiatrie, parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là en train de m'écouter, on me dit, mais ça nous concerne tout le monde. La personne, ce n'est pas juste eux, c'est peut-être nous aussi. OK? Bref, on a tous un sentimental. Il faut l'assumer, sentimental dans le sens positif, dans le sens négatif du terme. On a toutes des moments difficiles dans la vie, difficiles psychologiquement. On apprend de ces choses. On apprend à aider nos proches, les gens autour de nous, de ces choses-là. Ce sont des compétences mesurables, évaluables, appréciables. Et les compétences de la bonne santé mentale aussi, comment passer un bon moment, comment s'amuser ensemble, comment jouer ensemble, comment bien dormir, comment rêver. Toutes ces notions de la bonne santé mentale, que c'est génial, que c'est magnifique. C'est ça notre avenir et c'est un avenir génial de construire là-dessus. Donc, merci. C'est nous qui te remercions. Un grand merci, Tim, pour cette conférence et ces nombreuses notions, cette richesse. Je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse se voir un peu. Voilà, ce sera mieux. Denis, est-ce que tu as des questions? Tu veux commencer? Oui, je veux bien. Oui. J'avais une question un peu lancinante que je pose à Tim depuis un moment. Tu nous as brossé au fond toute l'évolution
on va dire, c'est une évolution de concept, c'est une évolution de paradigme, c'est aussi une évolution sociétale, c'est une évolution des attentes des personnes, c'est une vision positive, c'est une vision constructive. Bon. Après, la question qu'on peut se poser, c'est que dans ces mouvements sociétaux, souvent, il y a des allées et des retours. Il y a des marches qui sont franchies et puis il y a des escaliers qu'on redescend. Il y a des choses il y a des occasions qui se ratent. Moi, mon interrogation, c'est par rapport à toute cette perspective que tu nous dessines, qui est effectivement une perspective à laquelle on a envie d'adhérer parce qu'elle est porteuse d'espoir, parce qu'elle est mobilisatrice, parce qu'elle soutient, parce qu'elle est en soi-même thérapeutique. Mais qu'est-ce qui on va dire, la fragilise à certains moments, cette vision? De quoi faut-il se méfier? Est-ce que depuis les années que nous avons connues quand nous étions plus jeunes, où la psychiatrie était naissante quand même, presque, j'allais dire au début des années 70, elle se construisait en France. Donc depuis cette période qui est quand même maintenant un peu historique, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on peut repérer comme étant ce qui a été franchi comme étape et ce qui reste encore extrêmement fragile, voire pour le moment manqué, raté? L'histoire de la psychiatrie, l'histoire de la gestion des fous de notre société a évolué de façon énorme. Évidemment, historiquement, les fous, pendant des siècles, on les jetait. Les fous mouraient jeunes. Les fous mouraient à la rue. La création des asiles dans je ne sais plus quel siècle, 16e, 17e, 18e siècle, la création des asiles c'était dans le 19e siècle, je crois. Un asile, 1848, c'est ça, dans chaque département français. Asile, bref, un lieu où les gens trouvaient asile, où ils n'étaient plus à la rue, ils ne mouraient plus de tuberculose à l'âge de 23 ans à 24 ans. Ils étaient protégés, mais aussi mis de côté. Donc, un énorme progrès, mais pour atteindre quoi? Un énorme progrès. Pareil, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le constat que 40% des personnes dans les asiles français sont morts de faim. Et c'est qui ces gens qui sont morts? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Ben oui, on le sait aujourd'hui, parce qu'au fait, c'était des gens qui n'arrivaient pas, c'était les gens qui n'étaient pas capables de sortir pour voler de quoi manger quelque part. C'était les gens qui sont morts, c'est des personnes handicapées mentales. C'était des personnes trisomiques, etc. Et c'était suite à la guerre que les grandes associations de défense des personnes avec une difficulté intellectuelle, l'UNAPI, l'ADAPI, des associations sont mis en place et ont retiré le handicap mental des mains de la psychiatrie pour protéger, pour créer d'autres institutions dans un autre système. Mais bref, toutes ces inventions, toutes ces créations sont souvent créées dans une situation difficile. On expérimente des choses, on expérimente de nouvelles choses. Ça, c'est avancer, expérimenter. Jouer des jeux, expérimenter, essayer des choses, c'est ça, bien vivre, c'est ça, vivre. Une fois sur deux, on va rater la chose. Une fois sur deux, on va réussir. Mais il faut constamment qu'on essaie de rechanger, de repenser nos institutions, d'avancer, même si parfois c'est un recul. Mais ensuite, c'est comme ça qu'on apprend. Mais de rester figé dans une structure, c'est la mort. La mort d'un système, la mort d'une société pour un groupe de population. C'est l'exclusion sociale, le mécanisme de l'exclusion sociale. Donc, tout le propos, c'est expérimenter, avancer sur des choses. Parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas.
le médico-social, un lieu pour, par exemple, des lieux où on pourrait en principe insérer des gens davantage dans la ville, dans des plus petites structures et non pas dans les asiles, maintenant souvent accusés d'être des petits asiles, qui ont intérêt à garder les gens. Alors que tous les propos, c'est aujourd'hui comment créer des institutions qui ont intérêt à ce que les gens aillent mieux. Non pas juste qu'ils soient soignés, mais qu'ils aillent mieux. Est-ce qu'on peut imaginer un système où une tarification non pas à l'acte, mais au rétablissement? J'imagine des propos. Est-ce que ça c'est intelligent? Est-ce que ça va marcher? Prenons ces risques, essayons ces choses, faisons avancer le système comme ça. Dans notre système français, il est tellement ancien qu'il agit de plus institutionnellement comme un château, comme des énormes châteaux à côté d'ici, le château de Brissac, le plus grand château de la France, avec le plus d'étages possible, très, très difficile à imaginer comment le construire, le refaire autre chose avec. Disons, maintenant, c'est vide, c'est un château, personne n'y vit. Il y a des gens qui y vivent, mais c'est qui? Bon, bref. Monsieur de Brissac. Mais la plupart, c'est maintenant une institution, un musée pour les touristes. Et j'espère que ce serait ça dans la plupart de nos hôpitaux psychiatriques de l'avenir, des lieux de tourisme. On peut voir comment est-ce qu'on faisait à l'époque. Ces institutions sont difficiles à changer, tellement ils sont grands et construits. Par exemple, ce qu'on voit, ceux qui ont fait beaucoup de progrès, ce sont les nouveaux métiers avec des parcours universitaires ou tertiaires relativement courts. Je pense notamment, par exemple, aux ergothérapeutes. Ils sont dans des formations que je donne. Ils disent, mais enfin, M. Grissen, rétablissement, nous, on connaît, empowerment, nous, on connaît. Nous, on fonctionne comme ça, c'est notre boulot. Bref, ces nouveaux métiers, et on voit ça avec les infirmiers de pratique avancée, par exemple, ces nouveaux métiers qui se créent reprennent ces nouvelles notions et les expérimentent, les essaient, et ça fait partie de leur formation de base. Alors que les anciens métiers de psychiatre, je suis entouré de psychiatres, est-ce que je vais m'en sortir vivant? Ces anciens métiers, beaucoup plus difficiles à changer, ces traditions lourdes d'enseignement, et ce qui est important, ce qui est valorisé dans ces formations et dans les connaissances qu'il faut avoir et maîtriser. Donc, bref, des choses sacrées qu'on n'ose pas toucher. Changer tout ça, ça nécessite un certain courage institutionnel. Et personnellement, je crois qu'on avance. Mais c'est beaucoup des individus qui essaient de changer les choses. Je crois qu'on avance. C'est au bout d'un long développement que tu nous dis, personnellement, je crois qu'on avance. Mais avant, tu as développé toutes les difficultés. Il y a quelque chose qui me frappe quand on a commencé à s'intéresser à la stigmatisation, c'est qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme pour la déstigmatisation dans les années CCOMS, etc., avec Jean-Luc Roland notamment. Et puis, on a eu le sentiment qu'il y avait un petit retour en arrière sur, et le constat de difficultés plus profondes que ce qu'on avait imaginé au départ. Et comment, puisque tu parles d'expérimenter, comment, si on a fait des erreurs, comment les réparer, comment s'attaquer aux problèmes qui s'ajoutent encore par rapport à ça. Par exemple, ce qui nous est dit beaucoup aujourd'hui par rapport à la stigmatisation, c'est qu'elle a été intériorisée par les usagers, par les personnes concernées, et que c'est extrêmement difficile de remonter le courant pour restaurer la dignité. Alors, je ne demande pas une baguette magique, il n'y en a pas, mais comment faire pour que les îlots on va dire, de résistance, d'inertie,
s'effrite petit à petit? Quelle est dans la dimension politique, parce que tu as une dimension politique, dans la dimension politique que tu as, qu'est-ce qui te paraît le petit réglage ou le petit élément qu'il faudrait introduire qui faciliterait les choses? En premier lieu, il n'y a pas de petit élément. Malheureusement, pas un seul. La première chose qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que tout citoyen soit formé sur les mécanismes de discrimination et de stigmatisation au niveau scolaire. On le voit fortement aujourd'hui, le harcèlement en milieu scolaire. On voit aussi les mécanismes de stigmatisation et de harcèlement sur Facebook, sur les réseaux sociaux, dénoncés actuellement beaucoup dans la presse, par exemple pour les enfants nés en 2010. C'est quoi cette stigmatisation-là? C'est quoi ce mécanisme-là? C'est quoi le mécanisme de stigmatisation? Quand on l'étudie, c'est tout le monde à l'école. Quand on regarde tout le monde dans la classe, qu'on commence à apprécier les différences entre les gens et de valoriser ces différences. Et non pas juste se concentrer uniquement sur les notions d'égalité. Ça ne veut pas dire que les gens sont tous pareils et ceux qui sont différents sont exclus. La notion d'égalité, ça veut dire qu'ils ont le même vote que moi. Mais c'est cette notion de diversité qui est importante, de richesse dans la diversité. Et comment est-ce qu'on peut, dès les premiers âges, en milieu scolaire, bosser là-dessus? Et je suis sincèrement désolé d'ajouter à votre boulot, mais ça fait partie de votre boulot aussi, d'y aller aussi avec des personnes avec un trouble psychique, comme on dit, mais les personnes, par exemple, qui a des idées bizarres, la personne qui imagine des choses, et aussi parler de c'est quoi rêver, et que tout le monde rêve la nuit, lorsqu'on dort, et même il y a des gens, au lieu d'écouter à l'école, ils sont en train de rêver à des choses, d'imaginer autre chose. Ce n'est pas forcément rêver à des choses qu'il faut qu'ils fassent lorsqu'ils rentrent à la maison, mais peut-être d'imaginer d'autres mondes, d'imaginer des histoires pour se distraire, pour partir dans d'autres mondes. Mais de commencer à parler de ces choses, des gens qui entendent des voix, et que ça fasse partie de la conversation de tous les jours, des choses dont on peut parler, dont il est bien de parler. Donc, on va avancer au fur et à mesure qu'on avance sur la capacité de notre société de parler de ces choses-là dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est l'essentiel de casser la barrière entre l'éducation nationale et le système de santé. Que ce soit le même système. Excusez-moi de parler d'énormes batailles, mais c'est la prochaine rupture institutionnelle doit être celle-là. Les experts de santé sont dans les écoles et c'est les citoyens. De penser comme ça. Et vous, les formateurs qui viennent pour faire tout ça, pour aider les gens à apprendre comment gérer, par exemple, les idées qu'ils entendent, comment gérer leurs moments difficiles, comment gérer leurs problèmes parce qu'ils passent leur temps à regarder des vidéos ou à boire de l'alcool. Est-ce que j'ai assez répondu à la question? J'aurais d'autres questions à Eh bien, moi, tu parlais de rêver, là, je me demandais un peu comment tu rêverais, qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme voilà, si jamais ici, l'hôpital psychiatrique devenait un musée, ce serait quoi ta rêverie d'un accompagnement qui te soutiendrait, qui serait vraiment porteuse d'empowerment pour les personnes? Ah ben demain, ce n'est plus un hôpital, c'est une école. Ouais. C'est un centre d'empowerment. C'est un lieu où on vient, où toute la ville de Angers adore venir parce qu'on s'amuse, on passe un bon moment.
Parce que les psychiatres, c'est des experts, non pas juste dans ce qui ne va pas, mais dans ce qui va. Ce sont des experts pour passer un bon moment. Vous ne le saviez pas peut-être. Mais passer du temps avec des psychiatres, ils savent passer un bon moment. Ils savent s'amuser. Ils savent la santé mentale, c'est quelque chose de génial et de positif. Et c'est cette positivité de la santé mentale qu'on veut trouver ici, dans les murs, ici, à Gemme sur à Saint-James-sur-Loire, que ça devienne un lieu pour tous les Angevins qui viennent pour bosser sur comment est-ce que je peux m'améliorer ma vie pour que je passe un bon moment. Il y a des questions dans le chat. Je regardais, en fait, il y a une question là que je vois, je les regarde au fur et à mesure, qui disait la psychiatrie d'aujourd'hui manque de bras, psychiatre, infirmier. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité actuellement de ramener d'autres bras, comme les pères aidants, des psychologues, des éducateurs spécialisés, au service de ce centre d'empowerment qui soutiendrait ça? La personne a donné la réponse. Ouais. La personne a donné la réponse. C'est très évident là-dedans. Dans d'autres sociétés, premièrement, l'importance du nombre de psychologues dans les autres systèmes. Donc, ce n'est pas un parcours médical, c'est un parcours plus court et beaucoup plus focalisé sur les compétences psychosociales de la personne. Ces formations, comme le rôle des infirmiers dans d'autres systèmes, je pense au système nordique, par exemple, ce sont des infirmiers, beaucoup qui s'occupent de la santé mentale en ville, et ils ont toujours le titre de infirmier, le même, mais quel drôle de terme, infirmier. Oui, effectivement. Donc, peut-être qu'on peut changer ça de firmier. Est-ce qu'on peut imaginer, donc c'est d'autres mots, disons, typiquement on utilise éducateur ou éducateur spécialisé, des mots moins dans le négatif. Mais créant d'autres métiers ici, les pères aidants, par définition, les pères aidants, pas seulement des gens qui ont vécu des problèmes graves de santé négative, mais aussi des gens qui ont vécu des choses exceptionnelles de santé positive. Des gens qui savent rêver génialement. Des gens qui ont la capacité d'accélérer leur vitesse intellectuelle ou spirituelle, entre guillemets, la vitesse de leur tête, ou de le ralentir. Les gens qui savent dormir, qui peuvent donner des cours à d'autres gens sur comment bien dormir. Et pas juste à des gens qui ont du mal à dormir, mais des gens qui veulent expérimenter d'autres manières de dormir. Est-ce qu'on peut s'allonger par terre et dormir? Est-ce qu'il faut un coussin? C'est quoi bien dormir? C'est quoi la situation par rapport à la lumière? Demain, c'est la pleine lune. Est-ce que je vais mal dormir ou est-ce que je vais bien dormir? Ça sert à quoi la lune par rapport au sommeil? Ça sert à quelque chose? Ces cycles mensuels? Je te pose la question. Ah non, mais excuse-moi, c'est toi l'expert, c'est toi le psychiatre qui sait comment bien dormir. C'est quoi la relation entre la lumière et dormir? Il y a justement une question sur ça. C'est toi l'expert, c'est toi le psychiatre. Il y a une question peut-être qui appuie là-dessus, qui dit que le médecin est un rôle d'éducation, ok, mais ça ne réduit toujours pas la différence hiérarchique savant contre élève apprenant. Et les médecins ont besoin de descendre de cette posture de supériorité et de sachant pour accepter d'apprendre. Et avec un exemple en disant c'est très compliqué de faire venir des médecins à des formations pluriprofessionnelles contre les discriminations, par exemple. Apprendre de leur pairs semble la seule solution acceptable pour beaucoup. En tout cas, c'est cette question du partage de l'expertise, en fait, peut-être, et de cette difficulté. C'est ma première réaction, c'est bravo pour l'intervention. Ensuite, c'est de dire que la première chose qui doit changer, c'est dans la formation des médecins. Dans la formation des médecins, c'est de dire, oui, je suis formateur. Donc, premièrement, je suis formateur espace soignant. Mais deuxièmement, de dire que je suis là pour être formé. Et que dans chaque relation avec chaque nouvelle personne, on est formé. La personne est acteur de sa santé. Ils sont en train de m'apprendre quelque chose.
j'apprends, le patient, j'apprends quelque chose de cette personne-là pour pouvoir les aider à avancer. Donc, cette importance de cette relation mutuelle d'échange, formateur, personne formée, qui marche dans les deux sens, La révolution, ça sera au niveau scolaire, lorsque ça peut arriver au niveau scolaire aussi dans le système d'éducation nationale, où l'idée que ce soit que les enfants soient aussi des formateurs, dès le plus jeune âge. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Difficile. Non, et ça me ramène à cette question de la place, puisqu'on parlait peut-être des nouveaux bras de la psychiatrie, et finalement de la place et du rôle peut-être central de tout ce qui est autour de la pérédance, des patients experts, puisque cette question de l'expertise partagée, finalement c'est un peu l'empowerment. Est-ce que ça passe par là et de quelle manière ça peut passer par là? Quelle place peuvent avoir les pères aidants au sens large dans ce centre d'empowerment? Le père aidant, c'est énorme. Juste pour terminer avec les psychiatres, le rôle essentiel du psychiatre, c'est animateur. C'est animateur. C'est aider tout ça à avoir de l'âme dans le sens animal. Que tout ça ait un sens pour tout le monde. C'est ce rôle essentiel et toute la formation de la psychiatrie doit aller dans ce sens-là. Comme pareil pour les médecins, pour les soignants en général, le rôle c'est d'animer non pas juste la personne, s'occuper de la personne, mais l'entourage de la personne et leur position par rapport à leur milieu, etc. C'est cet animateur, ce co-animateur. Donc, j'ai oublié la question, c'est les pères aidants. Évidemment, pour le meilleur chemin pour s'en sortir, un des meilleurs chemins, c'est de s'en sortir ensemble, de se donner un coup de main, d'expérimenter des choses avec ses pairs, de mettre des mots sur les phénomènes, d'essayer des choses, expérimenter dans le sens de une fois sur deux, on va la rater les choses, mais on va l'essayer quand même. Mais puis, l'autre chose qu'on va essayer, ça va fonctionner. On va avancer. Et c'est comme ça qu'on avance, en essayant des choses, en testant des choses ensemble et constamment en train d'inventer et de faire avancer, de faire bouger. D'où l'essentiel que les portes soient ouvertes de ces lieux et que ce soit toute la ville qui soit ici et ravie d'être ici parce qu'on voit des choses géniales se passer. Une question sur l'arrivée des case managers dans le système d'accompagnement. Et c'est que penser de l'arrivée des case managers? Est-ce que c'est potentiellement une opportunité d'ouverture? Voilà, la question se centre sur les case managers. C'est toute la définition de case manager. Donc, c'est un anglicisme. Le problème de la notion de cas qui me gêne et la notion de manager qui me gêne dans le sens où ça serait bien que ce soit la personne qui se gère soi-même et que ce ne soit pas un cas, une personne. Donc, on dit aussi coordinateur de parcours. Dans d'autres, je ne sais pas si c'est en Suisse ou je ne sais pas où, en tout cas, ça existe comme terminologie. Oui, c'est lorsqu'il y a des parcours complexes, il y a une intervention que je fais, important, je pense, qui est on n'a jamais qu'une seule unique problème. On se casse la jambe, c'est pas juste qu'on a un problème médical d'une jambe cassée. On peut parler au boulot, on peut pas soulever un poids, on peut pas jouer au foot et donc on n'est plus avec les copains. Il y a des dizaines de choses. Peut-être que le concours qu'on devait faire, on est obligé de le repousser d'une année et donc tout d'un coup ça fait que sa femme fait la gueule, etc. On n'a jamais qu'un seul problème, un seul unique problème. Et
donc la gestion de toutes ces choses, c'est-à-dire que de voir un expert qui sait s'occuper d'un de ces problèmes, c'est souvent, entre guillemets, fatal. J'exagère un petit peu. Mais si cette personne t'aide à t'empouvoiriser, te donne l'empowerment dans ce petit domaine, mais sans voir les implications pour tous les autres domaines, on avancera moins bien. L'important, c'est une vue d'ensemble. Et c'est très souvent là le rôle des métiers qui s'appellent éducateurs ou accompagnants, ou là, dans d'autres pays, c'est des infirmiers, mais ici, ce serait infirmier pratique avancée, mais qui prend en compte tous les différents aspects de la vie de la personne pour accompagner la personne, pour aider la personne à garder tout ça en perspective en avançant. Parce que c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Lorsqu'on n'a pas un seul problème, mais au fait, c'est 4 ou 5 problèmes en même temps qu'il faut gérer. C'est difficile de garder sa concentration sur un seul problème. On invite les problèmes de santé mentale parce que la tête n'en peut plus. Oui, et justement, moi, pour continuer dans mon rôle un peu de poil à gratter, il me semble qu'il y a des choses qui justifient non pas qu'on prenne de la distance vis-à-vis de la perspective que tu nous dessines, mais au contraire que cette perspective, on la recherche, on y avance, mais les yeux ouverts. Marion faisait tout à l'heure allusion à la question des ressources humaines, des moyens. On sait qu'après l'examen national classant, les internes ne se précipitent pas vers les études de psychiatrie et de moins en moins. Est-ce que c'est un phénomène juste passager ou bien est-ce que c'est inscrit dans, on va dire, la logique d'un certain esprit de formation dans les facultés de médecine? Est-ce que quand on dit il faut abandonner une position de sachant et être dans une horizontalité où on partage la connaissance et le pouvoir, on est pour des jeunes générations formées dans un esprit de rationalité et donc de science et donc d'affirmation. Est-ce que on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis? Est-ce que la bienveillance qu'on prône gagne toujours, je dirais, contre la malveillance? On voit que certes, peut-être, on n'a plus de guerre mondiale, etc., et c'est tant mieux, mais que la barbarie est au coin de nos rues, souvent. La barbarie et l'obscurantisme. Donc, ma question tourne autour de comment faire pour que ces progrès que nous imaginons, que nous dessinons, tiennent dans la durée, soient compris par tout le monde et quel retour en arrière faudrait-il craindre et prévenir? Je dis ça par rapport à mettons par rapport à la question de l'attractivité de la psychiatrie comme discipline. Est-ce que il n'y a pas des changements un peu radicaux en matière de formation qu'il faudrait penser et pour pouvoir on va dire, bien engager les étudiants en médecine et ceux qui veulent devenir médecins dans une vision humaniste de leur métier et non pas les mettre en garde contre la science, mais aussi
leur proposer un certain recul, une certaine distance et leur proposer une hiérarchisation des éléments de leur posture pour que ça ne soit pas forcément, je parle pour notre discipline par exemple, eh bien, les neurosciences, la génétique, la chimio, la neurophysiologie et l'explication par les synapses qui ne fonctionnent pas. Donc voilà. Comment on va dire, les yeux ouverts, encore une fois, on peut déjouer les maléfices ou les pièges des éléments régressifs. On sait qu'on a beaucoup de techniques dans les hôpitaux. On sait que de plus en plus, il y a des processus qualité, etc., etc. Il y a des protocoles. Et puis on ne voit plus, quand on est hospitalisé, on ne voit plus les infirmières, on ne voit plus les médecins parce qu'ils sont là à remplir. Alors voilà, comment on va dire, réinstaller cet esprit de la médecine qui était, lorsqu'on était peut-être moins équipé, moins savant, l'essentiel de ce qu'il apportait au niveau social, c'est-à-dire la sollicitude, l'empathie et c'est ça, le souci de l'autre. C'est des questions énormes. C'est des questions énormes. Il ne faut pas avoir peur des questions énormes. Il y a 2 ou 3 trucs que tu peux nous dire comme là-dessus quand même, parce que je t'ai tendu quelques perches, il me semble. Je ne sais pas où commencer. Il est très clair que en premier lieu, de repenser l'ensemble de la plupart des spécialisations de la médecine, on tombe dans les mêmes pièges que ceux dont je dénonçais tout à l'heure en psychiatrie. C'est-à-dire qu'ils se focalisent que sur un seul problème, alors que la personne a 3 ou 4 autres problèmes. Ils prennent leurs décisions en suivant exactement les considérations médicales, alors que l'enfant de la personne est en train de mourir à la maison, ou que sa femme est en train de partir avec un autre mec, ou bien, etc., 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 ou bien il est en train de perdre son boulot, ou bien est-ce que c'est ça son problème le plus important. Bref, le problème de toute spécialisation, de toute surspécialisation, c'est de les isoler du monde réel. Donc, ce risque de se trouver, au fait, sur une autre planète, et non pas sur la planète de l'humanité, de l'être humain, c'est là où le risque de la spécialisation. On joue avec cette distance entre spécialisation et humanité, et vivre ensemble. Première chose importante, je pense, que pour combattre ça, en premier lieu, c'est de bosser, non pas comme régleur de problèmes, mais de bosser sur des métiers de promotion de la bande sentimentale, de la création, de développement de compétences partagées d'expérimentation dans la bande sentimentale, d'inventer le nouveau psychiatre qui vole sur les nuages, d'inventer des personnalités des compétences et des personnes qui montrent des chemins, qui expérimentent des façons de penser, par exemple. De se dire, non, c'est comme ça, mais on va expérimenter d'autres choses. Donc, cette notion d'un médecin qui n'est pas réparateur, mais créateur, je pense que c'est ça une prochaine révolution. Inventeur. Oui. Que tu imposes comme... Moi, je me vois bien voler sur les nuages. En tout cas, j'étais un peu avec cette idée tu pointais la désaffection, ou en tout cas le peu d'attrait de la psychiatrie actuelle par les étudiants en santé. Et je me disais aussi que finalement, est-ce que ces révolutions qui soutiennent l'empowerment, ça ne permettra pas aussi de l'empowerment des équipes? Moi, j'ai toujours cette impression qu'en fait, avec ces changements-là,
c'est les équipes qui retrouvent du pouvoir aussi, de l'action, et que c'est, enfin moi en tout cas, mon espoir, c'est que c'est par ce biais-là qu'on fasse envie à nouveau pour pouvoir, envie de la nouvelle psychiatrie qui peut, par ce sentiment de pouvoir quelque chose, enfin peut-être, et puis peut-être d'autres choses aussi. Mais... Yes, travailler dans les facultés avec les étudiants première année de médecine sur la bande santé mentale et sur leur santé mentale. Bosser sur leur bande santé mentale, bosser sur leur santé mentale de tous les jours, bosser sur la petite dépression. La dépression lorsqu'on perd quelque chose, lorsqu'on perd une proche. Ça, c'est une dépression relativement grave, réactionnelle. Ou bosser sur la gueule de bois. Ou bosser sur, c'est quoi, boire un verre de vin à Angers. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce sentiment? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? En quoi c'est... Donc, de bosser sur la santé mentale et la santé des étudiants dans première année de la médecine, vous aurez 20% qui veulent faire psychiatrie après, qui veulent bosser sur la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est génial et c'est fascinant. Et aussi, on fait des progrès énormes. Alors que la santé physique, c'est assez ennuyeux, excusez-moi. Hein? Je taquine, mais... Non, c'est vrai. Il y a des stratégies réelles pour remettre la valeur sur la santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose de génial. La bonne santé mentale. Comprendre ce que c'est qu'une dépression, c'est ridicule si on ne comprend pas ce que c'est le bonheur. De regarder ces courbes, de regarder est-ce que dans vos études, vous faites des études sur le métabolisme du bonheur, le métabolisme de faire la fête, de s'éclater, d'imaginer des choses. Qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on rêve? Qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on dort? Là, on regarde un petit peu. Mais lorsqu'on a un cauchemar ou lorsqu'on a d'autres sortes de rêves, est-ce qu'il y a des choses différentes qui se passent dans le corps? Hein? Je pose la question. C'est où toute cette recherche-là? Quelqu'un le fait, n'est-ce pas? Peut-être. Donc, de regarder sur bien dormir, regarder sur bien s'amuser, se reposer, réfléchir. Toutes les arts traditionnels de méditation et toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils peuvent aider? Qu'est-ce qui se passe métaboliquement lorsqu'on est en train de faire, médicalement, entre guillemets, pendant qu'on est en train de faire ça? Comment est-ce qu'on peut mesurer? Est-ce que, par exemple, Denis Legay ne peut pas inventer, par exemple, un petit ordinateur portable qui mesure la réussite d'une situation, d'une expérimentation de méditation? Hein? Il y a des progrès à faire, des choses à inventer pour bosser sur la bonne santé mentale et sur les expérimenter des choses en santé mentale, inventer de nouvelles idées, s'éclater. J'avais envie de dire, mais est-ce que tu crois que tout le monde veut aller bien? Est-ce que je crois que tout le monde veut aller bien? Oui, parce que c'est génial. C'est comme bien manger, c'est comme bien dormir, comme bien faire la fête. C'est ça, quand on est en train de parler de ça. De passer un bon moment, c'est génial. Et un bon moment, c'est différent à travers la journée. Et c'est quoi ces différentes parties du bon moment? Et comment est-ce qu'on peut les rendre encore plus éclatants, encore plus riches? Et ensuite, comment faire ça ensemble? Et d'expérimenter des choses. De ne pas dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais d'expérimenter des choses. On parle de science, tu parlais de science, Denis, tout à l'heure, en disant est-ce que finalement il y a cette question de la science qui s'opposerait à ces approches-là? C'est vrai qu'on parle d'expérimenter, c'est aussi une autre science en fait. Il y a aussi une autre science à inventer autour de voilà, on a eu des exemples, la question de l'expérience de méditation. Alors ça existe déjà, il y a des choses qui existent, mais finalement il y a tout un champ de recherche de sciences différentes. Et donc ma question c'était comment on évalue la qualité de ce centre d'empowerment? Comment on pourrait imaginer les modalités de recherche et d'évaluation de cette nouvelle psychiatrie sur les nuages là?
qu'elle ose me poser la question. Il y a beaucoup d'outils existants déjà pour l'évaluation de toutes sortes de choses dans les dimensions de la bonne santé mentale ou de la mauvaise santé mentale. On met en place un programme, on évalue tout le monde avant et après et on regarde la différence. On met en place un programme avec un groupe de personnes, un groupe similaire, on ne fait rien. On compare les deux, on fait la mesure à la fin des deux et on regarde que dans le groupe dans lequel il y a l'action, ils ont fait un énorme progrès par rapport aux outils qu'on a mesurés. Ensuite, les scientifiques critiques disent oui, mais cet outil-là, c'est ça, et donc on bosse sur les outils pour les améliorer, etc., etc. Oui, mettons en place ces outils pour évaluer. Évaluer dans le sens le plus positif du terme, donner de la valeur à, mesurer la valeur, la richesse de cela. Quand je parlais tout à l'heure de la science, ce n'était pas pour l'opposer à la subjectivité, tu as bien compris, mais c'était pour pointer peut-être le focus posé sur la rationalité et donc sur l'explication mécanique, sur l'explication systématique d'un état par un autre antérieur, etc. etc. Et enfin, voilà, moi, ma crainte, c'est que les plus jeunes médecins, au moins au début, on va dire, de leur exercice, parce qu'après, ils sont, on va dire, façonnés aussi, modelés par la patte humaine qu'ils rencontrent. Mais ma crainte pour les plus jeunes, c'est que, et qui participent au processus de sélection aussi, c'est que ça soit, on va dire, vu comme un travail d'ingénieur. Un travail où on recherche en permanence la causalité, etc. Mais bien évidemment, il faut rechercher la causalité, surtout si elle est externe, et bien évidemment, il faut rester discriminant dans la manière dont on s'en... Chercher la causalité, encore une fois, inventer le parcours pour la suite. Oui. Chercher la causalité de quoi? De quelque chose de négatif ou de quelque chose de positif? Chercher la causalité, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui vous vous sentez aussi bien? Vous êtes venu aujourd'hui parce que... Donc, est-ce que c'est possible pour quelqu'un d'aller chez le médecin en disant « J'ai passé une journée incroyable hier, c'était tellement étonnant que je souhaitais venir en parler ». Pourquoi c'était incroyable? Donc, vous êtes tous informés, j'espère, pour aider la personne à comprendre pourquoi c'était incroyable, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout le propos là, c'est-à-dire que l'accompagnateur des bons projets de santé, des projets de santé de la personne, et non pas des choses qui ne vont pas. Alors, je reviens prosaïquement sur la question de l'empowerment, avec une question un peu qui remet le réel dans nos réflexions. Une personne qui dit qu'en formation d'éducation thérapeutique, un médecin psychiatre se positionnait contre le fait qu'un patient devienne expert de son traitement, ce qui, selon elle, apportait trop de complications dans la relation. Voilà. Alors, je trouvais ça intéressant parce que c'est aussi le réel, ça, c'est aussi qu'est-ce qu'on perd comme soignant, sachant, posture, et comment aider le système de soins ou d'accompagnement à accepter de perdre ça, parce qu'on dit c'est moins confortable, trop de complications dans la relation. Comment on défait ces croyances-là? Comment on peut aider nos collègues à avancer? Donc, développer encore un petit peu, trop compliqué. Pourquoi trop compliqué? Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette personne? Alors, je ne suis pas à sa place, mais elle voulait dire peut-être qu'elle signifiait peut-être son inconfort, la question de son risque à elle, qu'elle prenait à donner ce pouvoir-là au patient, à la personne qu'elle accompagnait. Elle se sentait, elle perdait une forme de tranquillité dans la posture sachante, prescriptrice, et le fait de laisser la personne autogérer, en tout cas être experte de son traitement, la mettait, elle, en situation d'inconfort, vraisemblablement. Je ne sais pas, j'imagine que c'est ça un peu. Non pas laisser la personne, aider la personne. Ouais. Aider la personne à s'autonomiser. Oui. Aider la personne.
lorsque vous avez, lorsque vous êtes, par exemple, lorsque vous souhaitez avoir une relation sexuelle et ne pas tomber enceinte, qu'est-ce que vous faites là? Vous aidez la personne, non? Vous aidez la personne, vous leur donnez le conseil sur peut-être l'utilisation de contraceptifs ou l'utilisation de préservatifs, ou, etc., etc. Oui. Vous aidez la personne à prendre la décision sur quelle stratégie qu'ils veulent mettre en place. C'est ça. Et vous faites des allers-retours et vous dites aussi, est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Tout en gardant en tête que peut-être que la personne ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'elle a d'autres relations à l'extérieur que vous n'êtes pas au courant, mais bref, de prendre tout ça en compte, mais d'aider la personne à prendre la bonne décision. Et ça peut, selon vous, être diminuer les complications que la fameuse psychiatre peut ressentir. Le fait de pouvoir être en situation d'aide, se transformer en une relation d'aide, la relation de prescriptrice unique qu'elle avait avant, peut apporter une nouvelle modalité de relation qui peut être confortable. Absolument. De dire à la personne, pour moi, psychiatre, ce que je pense, c'est ça les différentes options qu'on a. Vous pensez quoi de ces options? Donc, déjà d'explorer à la personne, est-ce que c'est prendre la pilule? Est-ce que c'est bosser sur la relation que j'ai eue avec mon père? Est-ce que c'est le fait que j'habite un quartier difficile et que je n'ai pas de quoi manger et que j'ai un problème de drogue? Est-ce que c'est quoi la meilleure stratégie par rapport à ça? Donc, d'aider la personne à prendre les bonnes décisions, car c'est ça qui va se passer à la fin. Et ce qui est difficile et important, c'est que la psychiatre ou la personne là, que le professionnel qui parle, ait le temps de faire ça. Que la personne à qui elle parle ait le temps d'aborder ces 4 problèmes difficiles dans sa vie et non pas juste celui pour lequel je suis venu voir le psychiatre. Sinon, il va donner le conseil. On dit que la différence entre un patient américain et un patient français, c'est qu'un patient américain, il va chez le médecin lui prescrit un tas de traitements, il rentre à la maison, il n'a pas assez d'argent pour payer les médicaments à la pharmacie, et donc son placard de médicaments, il ne suit pas le traitement et son placard est vide. En France, le patient sort de chez le médecin, ils vont chez la pharmacie, ils achètent tous les médicaments, ils les mettent dans le placard, mais ils ne les prennent pas. L'impression souvent que je n'ai pas abordé dans la consultation ce qui était important, que le médecin a prescrit très vite. Et les études de relations médecin-patient qui n'ont pas lieu en France, mais aux États-Unis, lorsqu'on a filmé et enregistré les relations patient-médecin dans des consultations de 15 minutes, que le patient avait la parole pendant 17 secondes, le premier grande étude, 17 secondes sur les 15 minutes en moyenne. Et ensuite, ils ont formé tous les médecins et 5 ans plus tard, c'est passé à 25 secondes. Mais bref. Super, c'est bien. Il y a du progrès à faire. C'est ça. Et ça concerne aussi le nombre de personnes qu'un médecin peut voir et combien c'est payé, combien c'est remis. Donc, un tas de questions comme ça aussi. Une question sur la différence, une question peut-être un peu pointue sur la différence entre empowerment et autodétermination. Précision peut-être un peu sémantique, c'est quoi la différence et voilà, les places respectives, ces deux notions-là dont on entend beaucoup parler. C'est des mots qui dans le même domaine. Oui. D'accord. Autodétermination, ça veut dire prendre des décisions en fonction des différents déterminants, mais on peut prendre des décisions soi-même sur quelque chose. Empowerment, ça ne va pas juste à forcément prendre des décisions, mais c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour prendre une décision. Et d'avoir les moyens nécessaires. Mais peut-être que, oui, j'ai les connaissances, oui, j'ai le savoir-faire, oui, j'ai le fric pour le faire, mais non, je décide, je ne vais pas le faire. Okay, c'est une liberté, finalement. C'est une liberté. C'est aussi une liberté. Autodétermination, c'est une liberté aussi, mais je décide d'agir ou pas. C'est ciblé.
Une personne propose des groupes de médiation et de réflexion partagés par les usagers et les soignants. Bravo. Et on va pouvoir... Bravo. Ouais. Réfléchir ensemble et que le psychiatre ou le psychologue ou l'animateur de ces réunions commence tout de suite par parler de sa propre santé mentale, de comment est-ce qu'ils ont dormi cette nuit, de qu'est-ce qui se passe dans leur vie, de est-ce que leur enfant était triste ce matin, qu'ils parlent, qu'ils disent oui, il est normal de parler de sa santé. Et sa santé, ce n'est pas juste quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif aussi. Et de parler de ces choses positives et que ça crée l'exemple pour tout le monde. Ah, on peut parler de ça. Ah, ben c'est génial. Je partage complètement. Je pense que c'est une des modalités parmi plein d'autres, sûrement, en tout cas une des idées et des modalités de rencontre probablement extrêmement porteuses et puissantes. Ça se met en place à Nantes, à l'hôpital où je travaille par ailleurs, sur les modalités de groupes de relations et d'écoute empathique entre soignants, soignés, soignants ayant des maladies physiques, chroniques, des maladies psychiques chroniques et des soignés qui ont une santé mentale comme tout le monde. Voilà, enfin, c'est des modalités d'échange qui ne parlent pas forcément, parce que là, je pense que la personne propose des groupes de médiation et de réflexion qui sont centrés sur le système de santé ou sur les services, les propositions. À Nantes, ce n'est pas ça qui se passe, c'est plutôt vraiment un espace de partage de son vécu. Voilà, donc on parle de santé mentale en général. Oui. Mais effectivement, au sens plus large, le fait de partager ensemble sur ce qui se passe dans le soin, dans les lieux de soins, collectivement, je pense que c'est effectivement très important. Si vous pouvez mettre en place des comités d'usagers de tous les partenaires qui regardent comment ça s'est passé ce mois-ci, cette semaine-ci, ou ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut créer des projets ensemble pour l'avenir? Donc, juste constamment de veiller à ce que l'institution, pour aussi petit que ce soit ou grande que ce soit, qu'il y ait des mécanismes qui l'inscrivent avec les professionnels et les usagers, mais aussi, idéalement, inscrire aussi la ville là-dedans, surtout en psychiatrie. Et les aidants, les familles. Donc, les pères aidants, les compétences des pères aidants, c'est essentiel. Et les compétences des professionnels, c'est le psychiatre et des infirmiers, c'est essentiel. Mais que tout le monde, que les psychiatres, les chefs de service donnent l'exemple en parlant de santé mentale, de leur santé mentale de quelqu'un qu'ils ont connu, etc. De donner la permission pour tout le monde de parler de santé mentale. De tout le monde, de toute la société. Non pas que ce soit tabou. Et commencer par la bande santé mentale, c'est génial. Et inclure les moments que notre société admire, les moments de deuil, les moments de rêve, inclure les réflexions là-dessus. Inclure des réflexions sur « j'ai bu trop d'alcool ». Est-ce que je prends la voiture ou pas? Mais c'est ces moments-là, réfléchir ensemble là-dessus et que ces groupes créent des messages pour toute la société sur ces questions. Non pas juste interne au groupe, mais pour tout Angers, pour toute la ville, pour toute Nantes. On n'a pas parlé des acteurs, une personne demande quelle est pour vous la place de l'emploi et des acteurs de l'emploi dans l'emploi Nantes. C'est une question sur les différents acteurs. Peut-être en élargissant cette question, c'est le soin, oui, mais quid de la diversité des accompagnants possibles et est-ce qu'il y a des propositions, des idées qui pourraient nourrir l'empowerment des personnes, permettre ça par exemple des acteurs de l'emploi ou de l'accompagnement au sens plus large. L'emploi est un tiers de notre vie.
Quoi qu'il en soit, essentiel que les milieux d'emploi, premièrement, abordent la santé mentale, bien bossé dans l'entreprise. L'exemple que je donne toujours, c'est le Underground de Londres, qui s'est trouvé face à un problème de... la dernière fois qu'il y a eu des crises à Londres, donc il y avait plein de gens, il y avait une espèce d'épidémie de suicide. Les gens se suicidaient en se jetant devant le métro qui arrivait. Gros problème chez les personnels du métro, chez les conducteurs qui tuaient des gens sans pouvoir s'arrêter à temps, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé une formation à tout le personnel sur la santé mentale, sur la promotion de la santé mentale, sur comment gérer les émotions difficiles, mais aussi comment passer une bonne journée. Quel était le résultat? Le taux de congé maladie, toutes raisons confondues, a diminué d'un tiers. Dans l'année qui suivait, les gens, même lorsqu'ils n'allaient pas bien, préféraient venir au boulot, parce qu'au boulot, on passait un bon moment. Au boulot, on passait un bon moment ensemble. Il y avait tout le monde s'entraider. Donc, cette formation au milieu d'emploi bénéficie à tout le monde. Ensuite, évidemment, ça ouvre la porte pour tout le monde de se dire, et oui, on veut bien qu'il y ait des gens qui ont vécu des problèmes graves de santé mentale qui viennent bosser avec nous. Comme ça, on peut, parce qu'ils connaissent les choses, on peut les aider. Oui, ça nous intéresse, la santé mentale. C'est quelque chose de génial, la santé mentale. Donc, ça devient quelque chose de génial pour l'entreprise. Les bénéfices pour l'entreprise ont été montrés 1000 fois. Les bénéfices aussi dans la relation avec les clientèles, pour 1000 raisons, c'est avantageux de parler santé mentale. Si je reprends les grandes idées, si j'ai bien compris les grandes idées, moi j'ai beaucoup retenu la question du soin comme un espace d'apprentissage, du fait que le soignant, il faudrait pouvoir qu'il acquiert une casquette et une intention et un projet d'accompagner, d'enseigner, enfin, en tout cas de formateur, plutôt que de soigner au sens guérir le problème précis, de pouvoir former les gens. Ça me rappelle, je ne sais plus quel auteur parlait du fait que tout temps de soin, tout moment de soin doit être l'occasion d'apprendre en fait sur soi, sur sa maladie. Moi, ça, c'est vraiment une notion qui m'a beaucoup intéressée, en fait, de pouvoir se considérer comme formateur. Je me disais, moi, c'est ce que j'ai appris en pratiquant depuis une dizaine d'années l'éducation thérapeutique. Finalement, dans ces moments-là, en tout cas, au moins, je me transforme en soignant-éducateur, ça s'appelle comme ça, théoriquement. Et donc, cette casquette-là, qui est comme soignant, comme censé être médecin, psychiatre, c'est extrêmement enrichissant. Moi aussi, je voulais peut-être témoigner du fait que acquérir cette casquette-là, c'est source de satisfaction professionnelle et d'une nouvelle manière d'être aux personnes qu'on accompagne, qui est vraiment super intéressante. Ce n'est pas seulement la personne t'accompagne, mais c'est de toute la ville. Oui. C'est cette expertise-là sert à tout le monde. Ce n'est pas juste aux personnes soignées, entre guillemets. C'est tout d'un coup, ces personnes-là deviennent des repères qu'on peut recruter pour faire autre chose. C'est-à-dire, on va faire le festival cette année dans la ville de Nantes. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce que vous avez des idées pour que les gens s'éclatent davantage pour que ce soit, et pour les noter. Et non pas juste pour les gens qui viennent de l'extérieur. Mais aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur, pourquoi pas? Comment est-ce qu'on pourrait s'éclater, passer un bon moment, sans se faire mal, mais que ce soit un moment génial ensemble? Et que ça fasse partie des rôles des psychiatres formateurs. Oui. Donc en fait, il faudrait que le centre d'empowerment base finalement des programmes de formation multiples à la bonne santé au sens large et à la santé mentale en particulier. C'est ça le sésame de l'avenir. Okay. C'est ça, la semaine prochaine, que ça commence, que les portes s'ouvrent, que ce soit accessible à tout le monde et que les gens viennent pour faire la fête.
que les gens viennent pour expérimenter des choses accompagnées. Je vais essayer aujourd'hui de prendre moins de traitements ou de prendre davantage de traitements, par exemple. Mais je vais essayer aussi d'expérimenter des choses sur dormir. Parce qu'au fait, chez moi, je n'arrive pas à dormir dans la journée. Il y a trop de bruit. J'habite à côté de vous. Est-ce que je peux l'expérimenter ça ici? Est-ce que ça marche, votre truc? De ne pas avoir de bruit ou de mettre un masque ou de mettre, etc., etc., etc. 1000 petites choses qu'on peut essayer d'expérimenter ensemble, de mesurer et d'évaluer. En fait, il faudrait que notre objectif, ce ne soit pas que les gens soient soignés, guéris de leurs difficultés, mais qu'ils aient acquis des compétences, en fait. Okay. Absolument. Acquis des compétences, qu'ils en parlent dans leur milieu, etc., et que ces compétences se généralisent dans la société aussi. Et donc, constamment, ici, c'est de renouveler, d'inventer de nouvelles et d'aller de l'avant. Alors, peut-être partager, moi, depuis le temps que je pratique l'éducation thérapeutique, des groupes d'éducation thérapeutique, finalement, j'ai eu l'impression de gagner énormément en compétences, non pas, alors évidemment, dans la connaissance des troubles en tant que tels, bien plus que dans tous les cours qu'on a pu avoir à la fac, mais aussi dans les techniques, plein d'outils de développement de la santé mentale. Par exemple, c'est en ETP, dépression et troubles bipolaires, que des personnes soignées, des participants à l'éducation thérapeutique, m'ont dit « Ah bah moi, j'ai découvert la méditation pleine conscience, moi, ça m'a aidé à… » Et du coup, comme soignant éducateur, on s'est formé. Moi, je ne connaissais pas spécialement, j'en avais entendu parler, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et donc, on s'est formé à 2-3 du service en disant bah, tiens, ça a l'air chouette, ça a l'air intéressant. On a développé, on a fait un programme à la MBSR, c'est un truc pour les troubles anxieux. On a participé à un programme qu'on a fait financer par l'hôpital. Et puis ensuite, on a pu se dire bah ouais, tiens, et on a développé des programmes au sein du service. Pareil pour la question de l'écoute empathique, de la communication non violente. C'est des outils de rétablissement des champs et dont on n'avait pas connaissance avant d'animer ces groupes-là. Des outils d'étape, ajouter à ça tous les autres outils d'expérimentation, de gestion de l'esprit. Ajouter à tout ça les techniques de méditation, les techniques le yoga, les différentes sortes d'approches comme ça. Ajouter tout ça au répertoire de ce qu'on peut faire ici. Et ça, finalement, c'est d'abord les patients qui nous ont fait connaître, en fait. Ils s'y connaissent en santé mentale. Bien sûr. Ben oui, beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus de fait. Hein, expérimenté de fait des choses. Et c'est ça aussi que les professionnels doivent faire. C'est pour ça que j'insiste toujours. Si dans les formations, il y a des espaces pour les professionnels de parler de leur propre santé mentale et insister là-dessus, je les ai déjà donné cet exemple, mais c'est quoi la dépression lorsque j'ai perdu quelqu'un? C'est quoi ces différentes émotions? Qu'est-ce qu'on vit? Est-ce que c'est mauvais? Ah non, c'est normal. Oh non, c'est même bien, cette chute. Il y a des gens, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a des gens qui s'appellent des femmes. Et ça devient enceinte, ça accouche des enfants. C'est dégoûtant. Je blague. Mais bref, avant ou après la naissance, il y a une chute. Une dépression dite périnatale autour de la naissance. Pourquoi? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une maladie? Non. C'est la tête qui se repense dans cette nouvelle situation. C'est normal. Même si quelqu'un ne l'a pas, c'est louche. Ou bien ils ont déjà eu plusieurs enfants. Mais bref, c'est important ces moments où l'esprit dit non, je freine, j'ai besoin de repenser les choses. Où on se recule de la vie active pendant un moment. Et où on a l'impression d'être un peu triste, où les gens nous voient comme tristes. Mais c'est souvent mais comprenons ces moments, c'est ensemble. Et surtout qu'on forme tout le monde là-dessus. Pour que le mari ne pense pas que sa femme a un grave problème de santé mentale. Ce genre de choses. Et enfin, donc les gens parlaient de la formation PSSM, premier secours en santé mentale,
suite à ce qu'on a dit sur le fait que la promotion de la santé mentale, c'est ce que j'ai retenu aussi, la promotion de la santé mentale, la prévention, le fait de pouvoir que toute la population, au sens de la citoyenneté, et tout le monde puisse connaître ce que c'est qu'avoir une santé mentale et prendre soin de sa santé mentale. C'était un des aspects que tu mettais en avant, la question de la prévention, du lien avec l'éducation nationale. Voilà. Et enfin, il y avait une notion qui m'a interpellée et sur laquelle j'avais envie de revenir, c'est que tu disais, voilà, changeons de paradigme. Les gens qui ont traversé des moments de santé mentale fragiles, ils ont acquis des compétences, ils peuvent prendre une place au sein du système du centre d'empowerment ou de ce qu'on dirait le futur Sésame. Ils peuvent même devenir soignants parce qu'ils ont justement ces compétences-là, en plus d'autres compétences qu'ils pourraient acquérir. Je trouve ça, le pas est grand dans notre société pour pouvoir penser les choses de cette manière-là. Il est temps que notre société bouge. Il est temps que notre société bouge. Ces gens-là, ce sont des gens dans lesquels les gens qui ont le même problème ont confiance. Et est-ce qu'il y a des idées pour faire bouger cette société? On a parlé des écoles, tu parlais de santé mentale à l'école. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu verrais comme... Je pense qu'en premier lieu, que les gens en situation de pouvoir en psychiatrie parlent de leur santé mentale. Okay. Que les gens en situation de pouvoir disent il y a des moments difficiles. C'est ça qui se passe. De mon expérience personnelle, par exemple, c'était ça et ça et ça. En parlant de la santé mentale de tous les jours, comme on parlerait d'un rhume, d'une grippe, d'un coronavirus, etc., de parler de sa propre expérience de ça. J'ai vécu ça, c'était épouvantable. Un médecin me disait l'autre jour, j'ai attrapé le Covid, j'avais 2 semaines où je n'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. C'était incroyable comment c'était de décrire la notion d'entendre ça d'un médecin, d'un expert en santé, légitime la chose pour les autres gens qui disent mais est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment grave que j'ai? Est-ce que je suis vraiment différent? Ah non, lui il l'a eu aussi, lui, et il sait, c'est quelqu'un qui s'y connaît. D'accord, donc toi tu verrais finalement ça ce serait quelque chose de puissant en termes de changement de paradigme et d'acceptation. Ouvrez la discussion. Il est normal de parler de ça, il est bien de parler de ça. Et que ce soit les gens en situation de pouvoir qui en parlent. Les gens en situation, les gens qui sont vus comme les experts, je peux parler de ma santé mentale. Je n'ai pas peur de ça. Concentrez aussi la moitié du temps, 51% de votre temps, sur parler de la bonne santé mentale et non pas juste de la mauvaise. S'il vous plaît, madame la psychiatre. C'est quelque chose de génial, la santé mentale. Ça fait rêver. Rêvons. Rêvons. Que les personnes en situation de pouvoir parlent de leur santé mentale, oui, avec plein de points d'exclamation. On nous dit une des participantes aujourd'hui. Et ben ouais, moi je pense que ça pourrait être un bon début, en tout cas. Montrer l'exemple. Et ça donne aussi la permission réellement aux personnes vivant avec un trouble psychique d'en parler. Tout d'un coup, ils se sentent moins stigmatisés. Il est normal d'en parler, même il est bien d'en parler. J'en parle. J'ai envie de rester sur cette ouverture là, parce que je sens le moment agréable pour pouvoir rester là-dessus. Et j'avais envie de redire une petite phrase que j'ai notée avec un petit cœur à côté, donc je pense que j'ai envie de la relire sur la fin. Inventer le nouveau psychiatre, même je dirais la nouvelle psychiatrie, la nouvelle santé, enfin service de santé mentale qui vole sur les nuages. Un psychiatre, une psychiatrie créatrice et inventrice, on dit pas inventrice, inventeuse, inventrice,
Voilà, je pense qu'il y a un paquet de gens qui sont prêts. Moi, je partage cet optimisme-là, cette envie. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui nous suivent sur les goûters et qui sont moteurs pour plein d'entre vous. Donc, merci infiniment, Tim, de cette participation, de la richesse et aussi de nous ouvrir à ces rêveries-là qui font du bien déjà et qui nous permettent d'imaginer les hôpitaux et les centres de soins du futur. Je pense qu'il y a des centres d'empowerment comme ça qui commencent à exister. Il faut qu'ils grignotent du terrain petit à petit. Et je pense que ça existe dans plein d'endroits et que les politiques de santé publique, mentale, vont vers ça, nous aident aussi à ce que ça se développe. Donc, moi, on y va, quoi. Voilà, je pense. Ces pays-là, ces pays de la Loire, Angers, Nantes, tout ça, bien vivre, c'est vous les grands experts. On y va, on y va, on y va. Devenez les experts mondiaux sur bien vivre, y compris dans la tête. Eh bien, on va s'y appeler. Merci. Merci beaucoup, Tim. Merci à tous d'être restés. Et il y a plusieurs remerciements dans le chat qui disent que vous m'avez donné l'espoir d'un changement possible. Voilà, donc ça pleut les remerciements pleuvent, Tim, sur le chat. Donc, je vous remercie à tous, merci à Tim. Le prochain goûter aura lieu le lundi 15 novembre prochain et il s'agira de stigmatisation, d'outils de déstigmatisation des troubles psychiques. Notre invité sera Julien Dubreuc, qui, pour certains qui le connaissent, travaillait à Grenoble et va bientôt être à l'hôpital de Saint-Étienne. Et également probablement des soignants, en particulier Delphine Ritchie, qui est infirmière au Crézerc à Nantes et qui a créé un programme d'éducation thérapeutique sur l'autostigmatisation, qui va pouvoir parler de son expérience. Donc, je vous donne rendez-vous à tous le 15 novembre prochain pour un nouveau goûter. Et bien évidemment, cette conférence a été enregistrée et sera disponible sur le site du CREPSI des Pays de la Loire. Voilà, donc vous pouvez la revoir à loisir et pouvoir en revoir des morceaux si vous le souhaitez. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous et à bientôt pour le bilan du centre d'empowerment dans quelques temps. Merci, merci à vous. Au revoir.